Père célibataire, père en couple, à la tête d'une famille recomposée, nouveau papa comme papa expérimenté, bonne fête des pères à tous. Alors on a tendance chez les femmes d'ici à se focaliser un petit peu sur la maternité, mais on va profiter de cette journée, de cette occasion, pour parler paternité. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui que d'être père? La paternité, bien plus qu'un titre, au-delà d'un titre, c'est le sujet de ce tout nouveau numéro des femmes d'ici sur NCI. Restez avec nous, ça commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouveau numéro des femmes d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Coucou Aurélie. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Et toi Mélissa? Super bien. T'es en forme? Oui, ça va, ça va. Comme on dit chez nous, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours. C'est vrai, ça fait un petit moment qu'on t'a pas eu. Hein? Je suis là. T'es là. Tu nous fais honneur de ta présence aujourd'hui. Bon, c'est la fête des pères. Bonne fête des pères à tous vos papas. Hein? Ouais. Vous leur envoyez pas un petit message quand même? Pour ceux qui sont encore en vie, comme pour ceux qui ne le sont plus, comme le mien. Ouais. Et en tout cas, bonne fête des pères. Pareil pour Fête moi. des pères. Mais bon, il y a mon beau-père aussi. Donc bonne fête des pères à mon beau-père aussi. Et toi, à ton mari? Oui, bonne fête des pères à mon petit gars. Bonne fête des pères à mon père. Voilà. Et à tous les futurs pères, parce que tous les Si, hommes si. sont des futurs pères. Comme on le dit aussi pour les mamans, pour les mamans, enfin les dames qui n'ont pas encore d'enfants. Si, si. Et bonne fête également à ces hommes-là qui ont la fibre paternelle, mais qui n'ont pas forcément d'enfants. D'enfants. Ouais. Voilà. Exactement. Vous faites quelque chose de spécial? Enfin, toi, tu fais quelque chose de spécial pour papa à la maison, pour ton mari en particulier? Ou même pour ton papa, d'abord? Bon, mon papa, malheureusement, n'est pas avec moi. Il est dans un autre pays. Bon, généralement, chaque année, on lui fait une belle surprise. Bon, je sais qu'il s'attend à ça, mais bon. On lui fait une belle surprise. Tous les enfants autour de lui. Bonne fête, papa. On lui fait son repas. Voilà. Ouais, voilà. Et son cadeau après. Un peu comme pour la fête des mères, en fait. Ouais, un En peu, fin de ouais. compte. C'est une petite célébration, quoi, juste quelque chose de symbolique. Ouais. Bon, En aujourd'hui- tout cas, c'est moins accentué deal, quoi. par rapport à Oui. la mère, mais en tout cas, bon, allez, ils sont Pourquoi là. pas? Hein, ils Faut sont bien là. qu'ils aient leur On journée, essaie. quand même. Bien sûr, bien sûr. Bah, alors justement, les filles, on va parler de la paternité aujourd'hui. On va profiter de l'occasion et du rôle du père donc, dans l'éducation des enfants en particulier. À votre avis, quel doit être le rôle du père? Parce qu'on parle toujours de la maman, et qui est un peu celle qui préserve l'éducation, qui s'en occupe. Mais à votre avis, où est le père? Moi, je pense que c'est sûr, le père a un rôle important dans l'éducation, dans le développement même de l'enfant. C'est vrai que la maman, elle a toujours tendance un peu à couvrir ses enfants, à leur donner beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, même souvent un peu trop d'ailleurs. Donc je pense que le papa, il est un petit peu là pour être cette partie carrée, souvent un peu dure, mais ce n'est pas forcément méchant. Au contraire, c'est pour le bien de l'enfant, le bien-être et son développement. Donc c'est sûr, ils servent à quelque chose, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? D'accord avec Aurélie. Bon, pour moi, je vais donner mon exemple chez nous. Comme elle le disait, moi, je suis celle qui est douce, qui protège et tout ça. Et papa, c'est lui le méchant. C'est lui qui est carré, qui tape sur la table. C'est obligé qu'il y ait un gentil, un méchant? Il le faut, sinon les enfants sont des On peut manipulateurs. pas jouer le rôle du méchant de temps en temps et gentil. Enfin, en Si gros, ça être un arrive, peu. on le fait, mais généralement, vraiment à 80%, c'est papa. Voilà, on le Chez fait. toi, c'est papa. Et des fois, quand c'est lui qui est un peu doux, il me dit, écoute, passe de l'autre côté, il faut que tu tapes là-bas, sinon C'est ça. c'est pas bon. Ouais. Voilà. Donc c'est lui, enfin quelque part, donc il a un vrai rôle dans l'éducation Un des vrai enfants, rôle quoi. dans l'éducation Dans les des enfants. règles. D'accord. Ok. Puis ça reste une figure quand même, un modèle. Voilà. Ça reste un C'est modèle. vrai qu'on entend souvent cette phrase tu vas voir quand papa va rentrer, il va te faire. C'est un C'est peu ce ça. que les mamans font hein, pour faire peur aux enfants. C'est ça. Absolument. Ouais. Bon, moi personnellement, j'ai grandi avec ma mère qui a fait le père et la mère en même père temps. et la Donc c'est mère. elle qui était sévère et qui tapait quand il fallait. Elle faisait la carotte et le bâton. Et le Donc, bâton. Ouais. Bon, les filles, on va voir ce que le public en pense, justement, de cette question, de l'implication du père dans l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder vos réponses dans ce micro-trottoir. Vraiment, le père a un rôle à jouer dans l'éducation de l'enfant. Parce que souvent, on a tendance à dire que
c'est seulement que les mères qui doivent s'occuper de l'enfant. Or pourtant, le père même, qui est le pionnier même de la famille, a aussi un rôle important à jouer. Le père a, on peut le dire, à 50%. Il doit poser les balises. Parce que lorsque l'éducation d'un enfant est ratée, directement on accuse le père. Et c'est pourquoi le père est obligé de s'occuper ou encore d'éduquer son enfant à la base. L'éducation vraiment à la maison, comme à l'école aussi. Et parce que c'est le papa qui porte la culotte. La maison, la cuisine, c'est la maman qui éduque sa fille. Le garçon aussi, c'est le papa. Puisque le papa peut prendre le conseil l'enfant peut prendre le conseil du papa. Un père doit d'abord faire gaffe à ce qu'il fait. C'est-à-dire préparer dès maintenant l'avenir de ses enfants. Et l'avenir de ses enfants, c'est ce qu'il fait maintenant qu'il doit faire l'avenir de ses enfants. Parce qu'ici, pour préparer l'avenir de ses enfants, dépend de lui, son éducation, l'éducation qu'il lègue aux enfants. C'est-à-dire comment il éduque les enfants maintenant. Et pour éduquer les enfants, il doit être toujours à leur côté, leur dire ce qu'ils doivent faire dans la vie. Il ne doit pas faire comme les autres. Parce que s'il y a des parents qui sont là, à leur âge, ils sont toujours dans des maquis, dans des boîtes de nuit. Ils ont des enfants par-ci, par-là. Ils ne pensent pas à leur avenir. Ça, c'est pas du tout une vie. Le dernier jeune homme a été très mature quand même c'est pour vrai. son âge. J'espère qu'il va vraiment faire ce qu'il dit quand il sera papa. Si. C'est bien. On a l'impression que c'est du vécu. Peut-être. C'est vrai. En gros, il revient vers ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Ouais. Éviter les dérives. Et c'est vrai qu'il y a... une autre intervention a dit, la dame, les filles, c'est pour les mamans et les garçons, c'est pour les papas. Toi, t'en penses quoi? C'est un peu vrai quand même. Je dois à partir d'un avouer, certain âge, peut-être? À partir, oui, c'est sûr que la Oui. maman, elle est toujours là, forcément son rôle à donner, que ce soit pour un garçon ou pour une fille. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, surtout quand les garçons rentrent dans l'adolescence, il y a des choses que la maman ne peut plus gérer, comme on dit, et le papa, normalement, doit intervenir, surtout à cette époque-là de la puberté. Bon, Non? quand elle a commencé à parler de l'époque de la puberté, ok, je suis d'accord avec ça. Mais à un jeune âge, c'est vrai qu'on se dit que de toute façon, c'est pareil, non? Oui, c'est pareil. Maman, moi, je suis d'accord avec le fait que quand les enfants sont un peu plus petits, jusqu'à 11 ans, là, c'est maman et papa. C'est pas les garçons sont pour papa et maman est pour la fille. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment les deux parents. Tout à fait, Maintenant, quand les enfants ils grandissent un peu, quand on arrive à l'âge de la puberté, déjà la pré-puberté, il y a des choses qu'on ne peut pas faire ou dire avec eux. Moi, je pense... Mais quand on est mère célibataire, on n'a pas le choix, donc c'est nous qui devons jouer ce rôle. Donc c'est pas qu'on ne peut pas le faire, c'est juste que c'est peut-être plus naturel pour un homme de le faire avec son enfant. Tout à fait. Et une femme avec sa fille. Voilà. Ouais. Mais quand on n'a pas le choix, bon. Quand on n'a pas le choix, on prend le rôle. les deux casquettes. Bien et sûr. puis- Et les femmes le font très bien, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, les filles, on va accueillir tout de suite en plateau nos invités du jour pour débattre de tout cela avec nous. Aujourd'hui, nous avons donc deux papas, il me semble, en tout cas deux coachs matrimoniaux, Frédéric Zabi et Jean-Martin Abolé, qui est également écrivain. Bonjour à tous les deux. Bonjour mesdames. Bonne fête. Merci. Merci beaucoup. Vous avez fêté pour vous. Maintenant, c'est notre C'est tour. votre tour. Et vous, malheureusement, on vous fait fêter en parlant. Effectivement. On n'est pas gentil. Il est beau votre pagne, par contre. Merci Ouais. beaucoup. Merci beaucoup. C'est un cadeau, c'est vous qui êtes allé le chercher. Spécialement, ma fille m'a offert ça. Gentil. Et je vais quand même préciser. C'est Angela? Ouais, Non, Angela, c'est la deuxième? oui, Angela C'est et Angela. puis ses autres sœurs. Ses autres sœurs, d'accord. C'est mignon. C'est trop mignon, effectivement. Bon, alors, on va parler un petit peu donc, de la paternité aujourd'hui. On va profiter de l'occasion pour vraiment rentrer dans les détails de ce thème-là, parce qu'on parle énormément de maternité, du rôle de la mère dans l'éducation, dans la formation, le développement des enfants. Mais le père aussi a beaucoup de place à jouer, enfin, a un grand rôle à jouer. Alors peut-être, pour commencer, on va vous entendre tous les deux sur la question même du rôle du père dans l'éducation, à proprement parler. On dit souvent que la mère donne la vie, mais l'éducation est donnée par le père. D'accord. Il y a un petit garçon dont le père est alcoolique, tout le temps saoulé. Il vient, il rentre tard à la maison et il dit, moi, quand il serai grand, je ne vais pas me marier. Donc il pense que c'est en étant marié qu'on devient comme ça. C'est ça. Donc c'est le père, comme l'a dit ce
micro-trottoir, le jeune qui a parlé, c'est le père qui lègue ce qu'il faut à ses enfants. D'accord. S'il s'est mal comporté, les enfants vont mal se comporter également. Oui. Ah oui, en fait, ce que vous dites, c'est aussi qu'on n'éduque pas qu'à travers les paroles, c'est plus par les actions. Par les actions. On a un modèle. Effectivement. Si un père, un mari, violente souvent c'est sa femme, dites-vous que les filles auront du mal à se marier. On dit, mais tous les hommes sont comme ça. C'est ça. Voilà ce que je peux dire d'emblée. Et même les petits garçons qui seront grands vont reproduire, en fait. Ils vont se dire que c'est normal. Voilà, c'est normal de battre sa femme si on n'est pas content ou si ça ne va pas dans le foyer. Est-ce qu'en Afrique, on ne constate pas un petit peu, contrairement peut-être à l'Occident, que les papas, nos papas africains, ils sont beaucoup plus, on va dire, ils sont moins proches de leurs enfants? On a pour habitude de dire que c'est la maman qui cause beaucoup avec l'enfant, mais le papa, il est toujours dehors. Quand il vient, c'est vraiment, comme on dit, l'éducation à la dure. En tout cas, moi, je me rappelle que quand on dit, voilà, le papa, quand tu fais une bêtise, il vient, il te frappe. Voilà. Il te fait la chicotte. C'est vrai qu'on dit souvent aussi. Parce que les papas africains sont vraiment, moi, je trouve qu'ils sont... Et que c'est pas que moi, hein, je pense qu'il y a aussi beaucoup qui l'ont vécu comme ça. Bon, j'ai pas été martyrisée non plus. Mais c'est vrai que le papa, c'est comme on dit en Afrique, c'est l'homme qui est dur. Mais est-ce que aujourd'hui vous constatez que c'est toujours pareil? Déjà, est-ce qu'il est d'accord? Je suis pas sûre qu'il soit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Comment vous le voyez? Moi, je pense qu'il faut faire très attention à beaucoup de clichés dans la société. Il y a des faux clichés, il y a des demi-vérités, il y a des faussetés qu'on prend pour de la vérité. En général, le père africain, je parlais de l'Africain pur, il ne correspond pas à ces clichés-là forcément. Ça, c'est l'Africain moderne en griffe. L'Africain qui se veut intellectuel en griffe. C'est celui-là qui est très loin de ses enfants parce qu'il n'a rien compris, en fait, à la paternité. Sinon, les Africains que moi je connais, auprès de qui j'ai grandi, quand ils se lèvent le matin, que ce soit la mère ou le père, ils passent toute la journée avec son enfant. Toute la journée. Du début, du lever du jour jusqu'au coucher du jour, le père, il est avec son enfant. Vous parlez plutôt dans les villages, dans les zones rurales. On peut être proche des enfants parce qu'on est dans la ville. Ils s'élèvent ensemble, ils vont au champ ensemble, ils mangent ensemble, ils font tout ensemble, ils viennent ensemble. Ça, c'est le père africain. Donc, on ne peut pas dire de ce père-là qui n'est pas proche de ses enfants. C'est ceux qui sont en ville, qui n'ont rien compris. Parce que le père, c'est deux fonctions et plusieurs rôles, 4 notamment. 2 fonctions, fonction d'éleveur. On élève avec de la nourriture, avec des soins de santé, avec la protection en bâtissant une maison. Ça, c'est le premier rôle d'éleveur. Et le deuxième rôle, c'est le rôle d'éducateur, c'est-à-dire celui qui transmet des valeurs. C'est celui-là le père. Parce que c'est 2 rôles. Et dans ces rôles-là, et dans ces 2 fonctions, il joue plusieurs rôles, 4 notamment. Il est abri. Abri, c'est un acronyme, c'est-à-dire qu'il est autorité, il est berger, il est référence et il est instructeur. En tant qu'autorité, il y a des choses, il est investi d'un pouvoir. Et ce pouvoir-là, il ne doit pas le déléguer. Alors qu'il est père moderne, il délègue. Ils éduquent par procuration. Ils éduquent par délégation de pouvoir. Alors qu'on ne peut pas, on peut déléguer un pouvoir, mais on ne peut pas déléguer une autorité. C'est pas possible. Je ne veux pas vous interrompre, mais juste brièvement, vous faites un petit peu un procès du père moderne, comme vous dites, ou du père citadin. Mais en réalité, peut-être que la différence aussi, c'est une différence purement fonctionnelle. C'est-à-dire que quand on est au village et qu'on peut se permettre de passer toute la journée avec son enfant parce qu'on est au champ avec lui, surtout le garçon, c'est une chose. Mais quand on est en ville, on a un travail qui ne nous autorise pas forcément à amener notre enfant dans cet environnement. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Excuse facile. Excuse très facile. Je fais l'avocat du diable. Oui, toujours. Je comprends, c'est l'excuse classique en fait des citadins en griffe. C'est leur excuse, j'ai pas le temps. Mais quand on n'est pas prêt, quand on n'a pas le temps de jouer le rôle d'éducateur, de transmetteur de valeurs, on ne fait pas d'enfant. Quand on en fait, ça veut dire qu'on est prêt à assumer. Ça veut dire qu'on est prêt à faire des sacrifices. Je ne dis pas qu'il faut passer 18 heures sur 24 heures avec son enfant, mais je dis, en termes de volume horaire, en termes de qualité de l'intervention, de la relation père-fils, père-fille, on doit revoir les choses. On doit comprendre qu'on a un rôle à jouer.
On doit comprendre qu'on a une autorité et qu'on ne peut pas déléguer ce rôle-là. On doit comprendre qu'on est un berger et le berger, il entretient la brebis. Il est avec la brebis, il lui montre la route, il soigne la brebis. Dans ces rôles-là, on est obligé d'être là. C'est de comprendre. Vous savez ce qui amène la transformation des comportements? C'est la compréhension des choses. Et quand vous dites que les pères modernes éduquent par procuration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est assis dans son bureau, sur le haut de ses millions qu'il gagne en salaire, et il dit, à qui si la bonne, faut laver le bébé, il faut l'envoyer à l'école, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça, ce n'est pas le rôle, normalement, d'une aide maternelle. C'est le rôle d'une mère et d'un père. C'est leur rôle. Ils doivent assumer. Parce que quand la Akissi, qui est la nounou, quand elle joue ce rôle-là, l'enfant, il se sent beaucoup plus proche du berger que du propriétaire du troupeau. Tout à fait. Elle se substitue un petit peu aux parents. Absolument. Vous vouliez intervenir? Oui, mais permettez que je vous pose aussi. Allez-y, bien sûr. Quand vous parlez de pères modernes ou modernes surtout, les pères du 21e siècle ou les pères d'avant, nous sommes des pères d'avant. Mais nous avons été aux côtés de nos filles et de nos enfants. Et vous savez que tous les enfants qui ont réussi dans la vie ont eu l'éducation des deux parents, et du père et de la mère, et que beaucoup n'ont pas compris. Souvent, on pense que quand quelqu'un voit un ancien, il pense que celui-là, c'est un ancien, il n'est pas allé à l'école. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous sommes allés à l'école, nous avons des diplômes, mais ça ne nous a pas empêchés d'être à côté de nos enfants. Nous leur avons dit, mais nos filles, moi j'ai 4 filles et un garçon. Et j'ai dit à mes filles, vous êtes belles, vous serez courtisées. Mais la première chose, c'est de nous présenter celui qui vous courtise. Il faut qu'on le connaisse. Ce n'est pas de rester dehors et puis venir avec une grossesse. Et tout ont respecté cela. Je crois que c'est ce qu'il faut. Donc, nuance, il ne faut pas parler des pères modernes ou des pères anciens. Tous ont la même valeur d'éduquer leurs enfants. Et vous avez 4 filles et un garçon. Oui. Est-ce que dans la communication avec ces enfants, il y avait des distinctions entre la communication avec les filles et celle avec les garçons? Il n'y a pas de distinction. Ensemble, ils sont ensemble, on les met ensemble. Mais il faut reconnaître qu'au début, on a failli faire comme... c'est le modernisme. Avoir une bonne, un répétiteur, et ma vieille, ma mère à moi, qui est venue chez moi. Et on était en train de discuter de cela, et elle s'adresse à nous, dit, mais dis donc, vous êtes allé à l'école. Vous-même, vous pouvez prendre l'éducation de vos enfants en main, c'est-à-dire leur apprendre à lire et écrire. Et c'est ce que nous avons fait, mon épouse et moi. Et je crois que ça a porté du fruit. Ensemble, bon fruit. en tandem. Ensemble, oui, ensemble. Non, ma femme commence au CP1, elle arrive au CM2, et du CM2, de la 6e au collège, je prends la relève. Moi, je suis d'accord avec papa. Dans mon cas, je le faisais. Quand j'avais le temps, je prenais le temps de vraiment étudier avec mon fils et tout ça. Et quand on arrivait au moment où on n'avait plus le temps, on était obligé de prendre un répétiteur. Malgré cela, on prend le temps quand même de vérifier ses résultats, de vérifier ce qu'il fait. Donc moi, je suis d'accord avec ça. Maintenant, il a soulevé un autre point où il a dit les enfants qui réussissent, c'est les enfants qui ont été éduqués par le père et la mère. Il y a des enfants qui n'ont eu que leur mère, mais qui réussissent également. Donc, en fait, tout est relatif et tout dépend de la qualité de la relation, je pense. Vous me direz ce que... Oui, non, ça dépend du milieu. Tout dépend de la qualité de la relation et du milieu dans lequel l'enfant vit, en réalité. C'est vrai que quand on a les deux, c'est peut-être idéal. Moi, j'ai envie qu'on fasse attention à 2 termes. La notion de réussir dans la vie et la notion de réussir sa vie. Parce qu'on focalise très souvent sur la réussite dans la vie, qu'on croit être la réussite, alors qu'on se trompe. Réussir dans la vie, avoir des diplômes, avoir un emploi, avoir un salaire, avoir une femme, un mari, ce n'est pas forcément le plus important. Parce qu'on peut avoir tout ça et remplir son oreiller de larmes tous les soirs. Parce qu'il nous manque des choses essentielles. Et ces choses essentielles-là, c'est dans les valeurs transmises par les parents qu'on les acquiert. Ce n'est pas autre chose. Donc, quand les parents sont focalisés sur les répétiteurs qui doivent prendre l'enfant, ça veut dire qu'on est focalisé sur le résultat scolaire de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire particulièrement, on évalue les enfants dans 2 schémas seulement. C'est-à-dire, est-ce qu'il a un bon niveau intellectuel et tout. Mais tous les 9 différents types d'intelligence dans lesquels on doit évaluer l'enfant ne sont pas pris en compte. Donc, on est très limité ici dans nos considérations, dans nos valeurs. Et on oublie très souvent que nos parents au village, ils ne nous ont pas éduqués comme ça. Eux, ils ont été des vrais modèles. Mais nous ne le sommes pas, sous des prétextes divers.
Et c'est en cela qu'il faut interpeller les gens. Leur dire que le père nouveau que nous devons être, ça doit être un père qui relève les défis. Défi d'être un travailleur qui concilie convenablement son temps de travailleur avec sa vie de famille. Il faut le comprendre. Oui. Et ne pas privilégier un seul pan au détriment d'un autre. C'est cela le plus important. Alors justement, est-ce que vous constatez, vous avez l'impression qu'il y a que peut-être le père moderne, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ou le père citadin, a tendance justement à se reposer sur la mère pour tout ce qui va relever de l'éducation des enfants, puisqu'il estime que de toute façon son rôle, c'est vraiment de pourvoir à la famille, quoi, tout simplement, d'être la personne qui apporte le pain à la maison. C'est ce qui se voit malheureusement, alors que ce n'est pas ce qui devrait se voir. L'éducation repose sur 2 piliers, le père et la mère. Comment j'entends des propos du genre c'est la mère qui devait faire ça, c'est le père qui devrait faire ça, je dis non, c'est parce qu'on méconnaît la psychologie de l'enfant. C'est ce qui nous amène à dire ça. Un père et une mère, chacun a son rôle. C'est vrai que ce sont des rôles différents, mais ils doivent être présents tous les deux de la même façon dans la vie de l'enfant. À défaut, il faut un substitut. À défaut du substitut, celui qui est là, s'il est vraiment obligé de jouer les 2 rôles, il doit le faire, mais avec des supports externes, des amis sur lesquels il peut se reposer, pour qu'il y ait les 2 figures parentales dans la vie de l'enfant. C'est pour dire qu'il n'y a pas de concession ici à faire. Un enfant doit avoir un père et une mère. Et les 2 interviennent de façon, pas égale, mais de façon... complémentaire. Équitable. Dans la vie de l'enfant. Il le faut. Chacun a son rôle. Je l'ai dit, le père, c'est une autorité. La mère également, c'est une autorité. Les 2 doivent pouvoir manier aussi bien la carotte que le bâton, au moment où il le faut. Il n'y a pas à dire qu'il y en a un qui doit avoir le visage dur. Il n'y a pas de démon et puis d'ange ici. Donc le modèle bon cap, bad cap, là, en fait, vous leur dites d'arrêter, parce que les mamans, c'est ce qu'ils font. D'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce modèle-là. Okay. Pour moi, le père et la mère doivent être tous les 2 à la fois le bâton, quand il le faut, et la carotte, quand il le faut. D'accord. Il peut y arriver souvent, d'ailleurs, que ce soit l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que le père est le plus doux, c'est lui qui laisse un peu les enfants faire ce qu'ils veulent. Ils sont pas... C'est un peu trop dire, mais je veux dire, c'est la maman souvent qui se retrouve à avoir le rôle de la dure et de la méchante. Et le père qui soit, oui, non, laisse l'enfant, non, laisse-le tranquille, il ne faut pas crier sur lui, il ne faut pas le taper, il ne faut pas faire ci. Est-ce que c'est un bon modèle de père? Moi, je pense qu'il ne faut pas apprécier les choses en termes de bon modèle ou pas. Il faut apprécier les choses en termes de ce qui devrait se faire. À quoi on assiste? On assiste au schéma où les hommes africains, totalement dépassés par le travail d'éducateur, souvent, ils sont démissionnaires. Et donc, comme ils sont démissionnaires, malheureusement, c'est la mère qu'on trouve très souvent en train de jouer les 2 rôles d'éducateur à la fois, quand bien même le père, il est vivant. Du coup, celle qui est le plus présente dans la vie de l'enfant, c'est celle-là que les enfants considèrent comme le diable ici. Parce que c'est elle qui est tout le temps en train de dire non, il ne faut pas faire ça, alors qu'eux, ils sont dans le principe de la jouissance. Eux, ils veulent s'amuser, ils veulent qu'on leur tolère tout, qu'on leur passe tout. Donc, eux, celui qui va leur dire non, 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 celui-là, ils le prennent en diable. Et c'est ce qui se présente. Ce qui devrait être fait, c'est que papa doit trouver le temps d'être là dans la vie de son enfant et ne pas abandonner ce rôle à la seule femme. D'accord. On va revenir dans quelques instants pour poursuivre la conversation. Ce sera juste après une courte page de pub. À tout de suite, restez avec nous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici, sur la nouvelle chaîne ivoirienne Les Femmes d'ici. C'est du lundi au vendredi dès 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est donc le numéro 4 de la TNT ou 204 du bouquet Canal. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Bonne fête des pères à tous d'ailleurs, si vous êtes des papas qui nous regardez. Alors, on a choisi de parler aujourd'hui de paternité, du rôle du père dans la cellule familiale. Nous sommes aux côtés donc, de nos invités du jour, Frédéric Zabi, coach matrimonial, et Jean-Martin Abolé, qui lui aussi est coach
coach matrimonial, et écrivain. Alors, juste avant de partir en coupure pub, vous nous expliquez donc qu'on vous observe de plus en plus, ou en tout cas vous l'observez dans votre travail, il y a ces types de pères démissionnaires qui vont donc laisser un petit peu le rôle de la méchante à la mère, parce qu'ils ne sont pas vraiment impliqués dans tout ce qui va être règles et valeurs. Est-ce que vous constatez ça aussi? Est-ce que vous avez fait le choix, dans votre cas particulier, de vraiment être aussi impliqué au même niveau que madame? Oui, je crois qu'on a fait le diagnostic de ce qui ne va pas. L'émission, c'est pour amener les uns les autres à changer, à comprendre que le père doit être au même niveau que la mère. C'est ça. Il doit être, comme il a dit, la carotte et le bâton. Et nous, c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons jamais éduqué nos enfants séparément. Nous avons eu la chance d'être tout le temps ensemble. Et c'est ce qu'il faut. Que la femme joue un rôle, l'homme aussi doit jouer son rôle de père. Comme j'ai dit d'entrée, la femme donne la vie. Mais l'éducation incombe au père, le plus souvent. Vous avez des couples qui échouent. Le plus souvent, c'est parce que le mariage de leur père a échoué. Je ne dis pas de la mère. Ce n'est pas la femme qui va vers l'homme pour dire « prends-moi comme femme ». C'est l'homme qui va vers la femme. Et doit lui tracer un schéma de vie, de réussite, de succès. Et si vous avez l'habitude de recevoir, d'accueillir votre femme, de l'aimer comme il se doit, vos filles, quand elles ne seront pas adulées, aimées par leur mari, vont dire « Ah, mon papa ne faisait pas ça à ma maman ». Et ça, c'est le plus souvent, c'est comme ça. Encore une fois. Quand vous avez mal agi, il dira aussi que véritablement tous les hommes sont pareils. Encore une fois, dans l'observation, parce que les enfants observent. Effectivement. Comme je disais, l'enfant qui avait son père alcoolique, il dit « Moi, je ne vais pas me marier ». Parce qu'il a pensé que c'est dans le mariage, ou bien sa maman est trop dure vis-à-vis de son père, qu'il est porté au dehors, dans les maquis. Je crois que les deux doivent aller ensemble. Donc c'est ce qui ne va pas. On ne doit pas aller sur ça. On doit critiquer, voir ce qui ne marche pas, puis aller sur la bonne voie pour aller de l'avant. Et le rôle du coach, c'est ça. Amener les uns les autres à changer de vie. Si les anciens ont eu de la valeur, pourquoi les jeunes maintenant n'ont pas de valeur? C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets, des échecs. Et comme disait l'ancien président Fouboigny, permettez que je le cite, il dit la vraie éducation, c'est l'éducation de la vie. La vraie école, c'est l'éducation de la vie. Vous pouvez être, comme le disait le coach, vous pouvez être bradé de diplôme, mais vous pouvez avoir une vie qui n'est pas conforme à la vie que demande le suprême, Dieu. Donc la vraie école, c'est l'école de la vie. Tu avais une question? Oui. Moi, j'aimerais savoir, à votre avis, pourquoi les pères modernes, les pères d'aujourd'hui, sont démissionnaires? Pourquoi? Non, mais ils sont démissionnaires parce qu'ils n'ont pas appris. Peut-être qu'eux-mêmes n'ont pas été éduqués par leur père. C'est ça aussi. D'accord. Il y a un monsieur qui a été abandonné, le papa a abandonné la mère très tôt. Donc lui, il a ce schéma-là dans l'esprit. Donc il saute de femme en femme. Il prend une femme, il va avec, il abandonne, ainsi de suite. C'est la pensée que c'est comme ça la vie de couple. Ce n'est pas le cas. Vous voyez, c'est ça. Donc, s'ils sont démissionnaires, c'est qu'ils n'ont pas une éducation de base solide. C'est ça qui fait qu'ils sont démissionnaires. Et c'est pas possible. Parce que finalement quand nous, les anciens, nous parlons, on dit ça, c'est passé. Ce n'est pas passé. Il faut un passé pour construire le présent. Et le présent amène au futur. On ne peut jamais parler du futur. Le futur, on ne l'a pas. Mais on a le passé. J'ai fait ça, c'est mauvais, donc je dois éviter d'en faire pour construire un bon présent, pour avoir un meilleur futur. Et généralement, c'est ce qu'on oublie. Et puis, on a l'échec total. Okay. Frédéric, vous aviez moi, je pense que l'Afrique actuellement est dans une période de transition. Transition en termes de valeurs culturelles. Nous sommes passés d'une époque où on avait des valeurs propres à l'Afrique à une autre époque où on est en train d'adopter des valeurs venues d'ailleurs qu'on ne maîtrise pas. Donc on a une génération qui est au milieu, qui est hybride, qui n'a même pas d'identité. Qui n'a pas d'identité. Et quand on n'a pas d'identité, qu'est-ce qu'on transmet? On ne transmet que ce qu'on a. Et ce qu'on n'a pas, c'est ce qu'on va transmettre, ça veut dire le néant. Et c'est ce qu'ils transmettent à leurs enfants. Ces néants-là, c'est quoi? C'est le vide. C'est-à-dire que c'est le fait qu'ils ne savent même pas ce que c'est que le rôle d'un père.
Parce que quand on ne sait pas ce rôle-là, on aura du mal à le jouer. Ils ne le savent pas, le rôle d'un père. Ils croient qu'être un père, c'est juste prêter son spermatozoïde. C'est tout. Et puis, Un géniteur. le géniteur, même les animaux le sont. C'est tout. C'est bestial, c'est animal, c'est purement... c'est naturel. Ça, les animaux le font. Un chien est père. Un coq est père. Donc, C'est fort. devenir père, pour moi, en prêtant son spermatozoïde, ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Il faut être un père social, celui qui donne des valeurs. Et celui-là, il a besoin de reposer sur des valeurs à lui-même. Alors que ces valeurs à lui-même, nous, on a des valeurs bancales. Nos pères nous ont cédé des choses. On est dans un contexte normé, avec des lois, avec des valeurs venues d'ailleurs qu'on ne maîtrise pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Évidemment, on croit bien faire. Alors que malheureusement... Mais alors qu'est-ce qu'on doit faire? Faire un retour aux valeurs d'antan, qui sont purement africaines? Qu'est-ce qu'on fait? Pas nécessairement de mon... Je donne un exemple. Prenez les pays asiatiques. En 60, on était au même niveau de développement. Mais ils ont dépassé, que ce soit la Chine, que ce soit la Corée du Sud. C'est ça. Et parce qu'ils ont gardé leurs valeurs de base. Vous voyez, le petit Chinois, c'est lui, il est respectueux des valeurs. Il respecte les anciens. Ce n'est pas le cas actuellement. Vous rentrez dans un bus, vous voyez quelqu'un qui est assis, un jeune qui est assis, mais il ne va pas se lever pour céder sa place à un ancien. Donc, ce qu'il faut, c'est la valeur ancestrale, la valeur ancienne. Il faut retourner. Donc, pour vous, c'est un retour aux valeurs d'avant. Ressources. Frédéric, vous, c'est quoi? Volonté politique très forte. Il faut qu'on ait des gens qui sont au pouvoir, par exemple, qui apprécient ces choses-là, qui se disent qu'on a une société à reformater. Parce que cette génération dans laquelle nous sommes, on a des vrais combats à mener. Des vrais combats. Donc, il faut reformater notre esprit pour qu'on revienne. Ce n'est pas mauvais d'apprendre des choses de l'extérieur, des choses qui sont bonnes de l'extérieur. Mais en même temps, il faut avoir une identité propre. Et donc, cette identité propre-là, il faut qu'on aille la rechercher au fond de nous-mêmes. D'accord. Et moi, je pense que c'est le combat actuel. Mais ça commence par la compréhension. Alors, la question qui revient souvent, pardon, je vais t'interrompre, c'est quand on parle du rapport entre un père et son enfant, que ce soit une fille ou un garçon, c'est tout ce qui va entourer les questions un petit peu taboues, que ce soit la sexualité, les rapports avec l'autre sexe, donc la fille ou le garçon, quand on commence à grandir. Et beaucoup de jeunes personnes vont dire, nous, notre père ne nous a pas forcément parlé de ces choses-là. Est-ce qu'à votre avis, c'est un problème qu'on observe dans nos sociétés aujourd'hui, ce manque de communication sur des questions qui sont essentielles, qu'on a besoin peut-être de pouvoir aborder avec ses parents? C'est un vrai problème. C'est un véritable problème qui gangrène nos sociétés d'aujourd'hui. Parce que ce qu'on croit être tabou, c'est celui-là qui gouverne le monde aujourd'hui. La sexualité est tabou, mais la sexualité est partout dans la société en train de faire l'éducation subliminale de nos enfants. Aujourd'hui, pour faire la publicité d'un verre, c'est une femme nue qui a ça. Aujourd'hui, pour faire la publicité d'une voiture, c'est une femme nue qui a ça. Aujourd'hui, un petit chanteur s'élève, il est en train de chanter, enfin, même pas chanter, en train de vociférer. Ceux qui dansent autour de lui, ce sont des femmes qui sont totalement nues. Et ces choses-là, on ne sait pas qu'on est en train d'éduquer, de donner une autre forme d'éducation à nos enfants. Quand l'enfant voit ces choses, et puis à la maison, on lui dit, non, il faut respecter le nu, c'est sacré et tout, il retient quoi? Le cortex cérébral de l'enfant, qui est le siège de son jugement, ne rentre à maturité que quand il a 25 ans, autour de 25 ans. Donc avant ça, il n'a pas forcément le jugement mature. Donc quand on lui donne un message éducatif, qu'on contredit par nos actes, on est en train de rien faire, enfin. Donc c'est de comprendre ces choses. Le peuple meurt par faute de connaissance. Pour répondre à votre question, comme j'ai réfléchi de ce qu'il a dit, il y a une dame, une jeune fille mariée, on n'a jamais parlé de sexe dans sa famille. Parce que quand un homme arrive, il faut se couvrir. C'est ça. Et elle est mariée. Et quand son mari rentre dans leur chambre conjugale, qu'elle est nue, elle se couvre rapidement. Oui, elle se braque. Et son mari ne l'a jamais vue nue. Elle, il n'a jamais vu nue. Tout le temps, tout ce qui se fait, c'est dans l'obscurité. Et ça a poussé le mari à aller à l'extérieur, avoir une relation extra-conjugale, l'adultère. Parce qu'il y a une qui s'est laissée découvrir. C'est trop sacralisé, c'est trop effectivement. Donc, il ne faut pas rendre ça sacré. Il faut en parler. Il faut en parler. Comment la reproduction est faite. Il faut en parler, c'est important. Je me rappelle, en tant qu'animateur de radio,
Radio Espoir, j'avais une émission que j'animais concernant la sexualité du couple. Mais il y a une dame qui est venue faire des remarques au directeur général, mais m'a dit, mais dimanche et samedi dernier, j'ai répété, j'ai repris. C'est ça important. D'en parler. Entre parents, il faut en parler. Parce qu'à partir de 4 ans déjà, l'enfant commence à poser des questions. Des questions, bien sûr. Alors, on a eu quand même 2 émissions ici où on a parlé des mères célibataires, des pères célibataires. Dans le cas où, par exemple, le père se retrouve seul à élever ou de fait peut-être parce que la maman est décédée ou qu'il y a une séparation, est-ce qu'en réalité on peut considérer, parce que la maman, on dit toujours qu'elle peut faire le rôle du père et de la mère, même quand les parents sont séparés, mais est-ce que le père, lui, il peut assurer la fonction également de maman et de papa dans ce genre de situation? Je pense que parce que la maman reste toujours importante quand même dans la vie. Je pense que c'est difficile, mais s'il est volontaire, particulièrement volontaire, il peut réussir la mission. Mais attention toujours. C'est-à-dire que le plus important, ce n'est pas de le faire. Le plus important, c'est de réussir la mission. Et réussir la mission ici va s'apprécier au niveau de l'enfant. Quand l'enfant va grandir, quel père lui-même il sera? Quelle mère cet enfant sera? Quel époux cet enfant sera? Là, on va apprécier le travail du père. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'éducation, ce n'est pas seulement donner à manger à l'enfant, des soins et de la protection. Je l'ai dit, ça c'est un rôle pur d'éleveur, que n'importe quel animal peut jouer. Ce qui va faire la différence entre les animaux et nous, c'est l'éducation. Et dans l'éducation, il y a la transmission des valeurs au niveau physique, au niveau intellectuel, au niveau social, au niveau même émotionnel, au niveau spirituel, à tous ces niveaux-là. Alors que dans l'éducation, on néglige ces aspects. Un enfant, il va devenir quelqu'un qui est antisocial, asocial. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être, au cours de son parcours de vie, essuyé beaucoup de blessures émotionnelles qui n'ont pas été soignées. C'est ça. Quand ces blessures n'ont pas été soignées, il devient un mari acerbe, un père amer, quelqu'un de vilain à fréquenter à tout moment. Ça, ces aspects, on n'en tient pas compte. Pour nous, quand on a pourvu à la nourriture, on a bien fait. Oui. Quand on a payé une école très chère, et c'est la tendance aujourd'hui, mon enfant va dans une école française, dans une école américaine, dans une école hongroise, peu importe, on est fiers de nous. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il faut développer le quotient d'adversité de l'enfant, son quotient social, son quotient émotionnel. Voici les aspects sur lesquels on doit reposer les choses. Et celui-là, pour réussir cette tâche, il faut un père qui prend conscience de ce que il n'y a pas qu'un père dans la vie de l'enfant. C'est ça. C'est-à-dire que même si la mère n'est plus là, il faut nécessairement que je trouve une mère à mon enfant. Il en a besoin pour son équilibre. Ah, que donc que je me mette en couple à un moment donné. Que je me mette en couple, mais il ne faut pas se presser aussi pour faire un mauvais choix. Mais en tout cas, qu'il y ait une figure maternelle. Une figure maternelle, voilà. Il faut que je donne une figure maternelle à mon enfant. Voici le vrai défi. Mais on prend les raccourcis. Parce que souvent, on n'a pas envie de résoudre les problèmes. C'est ça. Donc, comme il m'est difficile de trouver une femme, je prends le raccourci. Bon, et puis, mon enfant, il va devenir le punching ball qui est entre la mère et moi. On se bat par procuration et tout. Ce n'est pas important, cette bataille-là. Ce qui est important, c'est de réussir l'éducation, pas l'élevage de notre enfant. Merci. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je veux juste vous entendre un petit peu peut-être sur la question qu'Aurélie a posée. Oui, ce qu'il a dit est vrai. L'élevage et puis l'éducation. Il faut éduquer. Ça, c'est important. Moi, je prends mon cas, je n'ai pas... À 4 ans déjà, j'ai perdu mon père, mais c'est la grand-mère et la mère qui ont pris notre éducation en charge, en main. Et ça ne nous a pas échappé, ça ne nous a pas loupé, nous avons été au top de ce qu'il faut faire. Parce que la grand-mère te dit, oui, à l'époque des années 60, vous êtes collégien, mais toutes les filles vous courent après. Hein? Et la grand-mère qui dit, celui qui enceinte, engrosse une fille, c'est fini pour lui, il ne va plus aller à l'école. Mais quand tu as ça en esprit, tu te dis, il faut réussir. Et on rivalisait avec les enfants des autorités politiques, des députés, des ministres, on était ensemble. Mais la concurrence, c'est de réussir. Et ça a été ainsi. Donc, le père doit éduquer et non élever. Comme il a dit, on est dans une grande école qui coûte cher. J'ai un ami qui est, paix à son âme, qui a fini colonel de la marine nationale de la Côte d'Ivoire, dont le père était commissaire, et l'école de son fils était avant le commissariat. Mais le père préfère laisser son enfant aller à pied que de le prendre dans sa voiture. Ouais.
Effectivement. Et ça fait que l'enfant lui-même est devenu un père consciencieux qui a éduqué ses enfants également, dans ce sens-là. Il ne faut pas tout laisser aux enfants. Ah, vous voulez dire pas trop leur donner de... Pas tout, oui. Facilité, facilité, non. C'est ce que vous disiez un petit peu peut-être sur le quotient d'adversité. Pas tout lui donner la facilité. D'accord. C'est ça. Il dit plutôt apprendre à pêcher que de lui donner du poisson. Qui se débrouille un petit peu, quoi. Effectivement. Ah non, je suis entièrement d'accord avec vous. Bon, merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention et puis surtout bonne fête des pères. Hein. Profitez donc bien de cette journée. Merci On beaucoup. espère que vos femmes respectives ou bien les mamans, enfin les femmes dans votre entourage vont vous célébrer aujourd'hui. Hein. Oui. Vous gâtez. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Super. Vous voyez le pain que je porte, hein, comme je l'ai dit. Exactement, vous avez un très beau pain, c'est vrai, effectivement. OK. Merci à vous de nous suivre. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. Bonne fête des pères à tous les papas qui nous regardent. Alors aujourd'hui, avec nos invités dans les deux premières parties de cette édition, on a parlé de paternité, du rôle du père africain en particulier dans l'éducation et dans la vie de ses enfants. On vous invite comme d'habitude à réagir à ce sujet en particulier à travers nos pages sur les réseaux sociaux, que ce soit la page Facebook de la nouvelle chaîne ivoirienne ou encore la page Instagram. Donnez-nous votre point de vue sur la question. On va à présent passer à notre rubrique dans le miroir de, n'est-ce pas Aurélie ? Et oui, et aujourd'hui nous allons parler d'une ONG qui vient en aide aux personnes atteintes d'insuffisance rénale, donc les personnes sous dialyse, en leur apportant donc leur aide au soutien moral et financier, quand on sait surtout que le coût des soins est très élevé. Nous allons accueillir donc Rachel Kwame qui va nous en dire plus, mais avant cela, regardons un portrait de l'ONG Secours Perpétuel en Action. Ce matin, Rachel se rend dans le centre d'hémodialyse du CHU de Cocody pour son rituel quotidien, distribuer une collation gratuitement aux dialysés. Qui a pas eu son petit déjeuner? Toi? Ah mais ça va venir, j'arrive. La collation se fait à 7h30, 8h au plus tard, parce que nous avons des patients qui viennent depuis 5h du matin pour pouvoir dialyser à 6h. Donc déjà à 7h30, 8h, le petit déjeuner est servi, c'est-à-dire du lait chaud avec du croissant, en tout cas selon leur régime alimentaire également. En 2012, cet agent de santé décide de venir en aide aux personnes malades du rein qui croupissent sous le poids des dépenses liées à leurs soins. Étant un être humain, tu as ton semblable aussi à côté qui souffre et qui n'a pas, disons, les moyens nécessaires de pouvoir faire face à cette souffrance-là. Donc moi, j'ai été touchée. Déjà, comme je disais tantôt, je suis agent de santé et je me dis qu'il était très important de venir en aide à toutes ces personnes souffrantes-là. Parce que déjà, la maladie du rein, c'est vraiment très lourd, une charge très, très lourde. Donc vraiment, tous ont besoin d'aide et de soutien. Au-delà de la collation, Rachel offre un service bien plus précieux aux yeux des patients, leur communiquer la joie de vivre, une démarche qui consiste, selon elle, à de la thérapie. Il doit dialyser à vie, donc du coup, le patient est choqué, donc il est quand même déprimé. Et lorsqu'ils viennent ici, il faudrait vraiment les encourager. Voilà, parce que déjà la dialyse même prolonge aussi la vie, pour moi te permet de voir aussi les personnes que tu aimes. Et mais tout cet environnement-là, quand ce n'est pas bien géré, franchement le malade est dans une situation comment je peux dire ça, de détresse, voilà, se sent oublié, se sent rejeté. 125 000 francs CFA, c'est la somme dépensée par Rachel chaque semaine pour nourrir les dialysés, sans compter les imprévus. Ça fait tellement du bien aux patients que du coup, tu ne peux pas arrêter. Puisque lorsqu'ils reçoivent leur petit déjeuner, leur déjeuner, leur goûter, finalement, ça rend agréable la dialyse en fait. Après 10 ans d'action sociale, Rachel décide de faire appel aux bonnes volontés. J'ai une rubrique de parrainage, c'est-à-dire une personne X désire prendre un malade dialysé, par exemple, pour l'aider dans ses kits. Donc le kit déjà est à 1750, puisque l'État a fait un gros travail vraiment à subventionner la séance des dialysés. Après tant d'années passées dans ce centre,
Rachel revient parfois en arrière à travers ses photos pour revoir le sourire de certains dialysés qui n'ont pas survécu. Bonjour Rachel Kwame, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci. Et vous? Bienvenue sur le plateau, hein. Ça va très bien, merci. Alors, on vient de regarder ce portrait donc de votre ONG et puis de vous, hein, et on voit qu'effectivement vous êtes agent de santé. Est-ce que c'est à travers votre expérience dans le domaine médical que vous êtes devenu sensible à la question des personnes souffrant de maladies du rein? Ok, merci bien. C'est que effectivement, déjà même, j'ai grandi même dans une famille où le père même est déjà aussi dans le domaine médical, le frère également qui est médecin. Et il y a toujours eu cette sensibilité-là aussi. C'est que de voir, de toujours vouloir prendre soin de quelqu'un et tout ça. Et donc, lorsque j'ai commencé à travailler également, quand je suis rentrée en hémodialyse, je n'avais pas vraiment l'idée de me pencher sur un cas de ce genre, c'est-à-dire, bon, travailler, d'accord, donner ce que j'ai reçu, mais loin de pouvoir prendre en charge, en fait, quelqu'un, parce que normalement, quand on va travailler, c'est pour pouvoir gérer son avenir, construire. Oui, sa famille. Voilà, sa famille. Et vraiment, c'était un truc qui est arrivé comme ça, une émotion que je peux appeler comme ça, de pouvoir vraiment apporter d'abord ce que j'avais ressenti, la collation. Je ne savais pas qu'un dialysé avait besoin d'une collation. Non, et c'est comme ça que j'ai ressenti fortement moi. Et puis j'ai dit, bon, mais comment est-ce que j'ai fait tout ça? Parce que la collation, quand même, nourrit 75 personnes par jour. Oh. C'est beaucoup. Comment je vais faire ça? Et dans mon cœur, je dis, bon, je vais essayer quand même. Et même quand j'essayais, je n'ai même pas dit à mon époux que j'allais faire un tel projet. Donc c'est lui qui est rentré, il a vu un peu tout ce bazar. Chez vous, à la maison? À la maison, il a vu que j'allais faire des courses, tout ça. Donc étonné, mais c'est à qui tout ça? Il dit, tout ce que j'ai dit, c'est pour les malades dialysés. Je ne suis même pas rentrée dans les détails. Donc c'est après qu'il me dit, mais attends, mais toi les matins, tu fais ci, tu fais ça, pour beaucoup de choses comme ça, les glaciers. Il a dit, ah, c'est pour eux. Et c'est lui qui me déposait, comme d'habitude, qui me déposait au travail avant. Et c'est après qu'il m'a dit, bah, attends, bon, c'est sérieux, là, explique quelque chose, là. C'est pour eux, c'est que tu vas faire ça tout le temps quand tu vas au travail. J'ai dit oui, comme une toute petite voix, j'ai dit oui. Et c'est bizarre, mais il m'a soutenue et il continue de me soutenir comme ça jusqu'à aujourd'hui. Du coup, c'est parce que vous avez vécu une expérience en hémodialyse que vous vous êtes concentré sur les malades atteints d'insuffisance rénale, parce que je sais que vous auriez pu quand même... Il y a oui, vous intéressez à d'autres. Il y a des personnes atteintes du sida ou des cancers. Pourquoi vous vous êtes concentré uniquement que sur les malades atteints d'insuffisance rénale? Bon, je me suis concentrée sur eux parce que déjà, travaillant là-bas, je voyais déjà les malades dans un état vraiment... critique. Très critique. C'est-à-dire, lorsque on branche un patient, par exemple, c'est sur 4 heures de temps. Et pendant 4 heures de temps, imaginez qu'il y a des malades qui chutaient. C'est-à-dire que la tension qui descend vraiment. Et c'est très difficile pour le patient. On ne sait jamais un peu le perdre, puisque c'est la tension qui descend vraiment. Et après, je regarde, quand on me demande, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu as mangé? Non, je n'ai pas mangé. Ou bien j'ai pris seulement une galette. Bon, tu ne manges pas. Comment tu ne peux pas tenir 4 heures. C'est difficile. Mais là, quand je parle avec eux, j'aimerais bien parler avec eux. Non, je n'ai pas d'argent. Déjà, j'ai déjà payé le kit, le transport. Donc, finalement, c'est juste une galette que j'ai pu prendre. C'est ce qui a fait. Et je me suis rendu compte que vraiment, c'était difficile. Mais je n'avais pas encore eu ce boom. Jusqu'à ce qu'un jour, comme ça, un après-midi, moi, j'étais en train de manger des collègues. J'avais même l'os du poulet dans la bouche. Et vous vous en rappelez? Vous avez commencé à culpabiliser. Voilà, j'ai dit, mais attends. Je suis en train de manger là. Je mange là, hein. Je suis bien assise en train de manger, mais il y a quelqu'un qui souffre énormément. D'accord, je vais m'investir. Et c'est avec le maire Saleh que j'ai commencé comme ça. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Parce qu'effectivement, au départ, vous allez faire toutes ces courses sur fonds propres, hein, c'est votre argent que vous allez dépenser. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous passez donc de cette initiative personnelle et de cet investissement de votre propre capital à
une collecte, à de l'intervention d'autres donateurs? Comment est-ce que ça fonctionne? Voilà, au départ, c'était comme je disais, mon salaire, j'ai impliqué mon mari, je voulais une griffe de force. Je me suis sentie obligée quand même de me soutenir parce que là, je l'embarquais sans qu'il ne sache de quoi il s'agissait. Et au fil du temps, des amis qui nous fréquentent disent, mais attends, on vous voit faire les matins, les mardis et vendredis, des achats, vous partez prendre des croissants, vous prenez des glaciers, de la nourriture. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que j'ai expliqué. Ah, ça c'était 2 ans après. C'était seule? Oui, 2 ans après. Et c'est comme ça que des amis ont dit, bon, mais nous, ça nous intéresse en fait, parce que vous êtes resté constant dans l'affaire. Et puis, bon, là, franchement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Et c'est comme ça qu'ils ont commencé aussi à donner de leur argent. Je peux dire que c'était du bénévolat. Et chacun venait donner pour lui. Et j'ai un groupe d'amis et de sœurs avec qui nous prions. Elles aussi, je suis, voilà ce que je fais. Ah, mais nous, ça nous intéresse, on va vraiment t'aider et tout ça. Donc, au fil du temps de collation, l'idée m'est venue aussi de pouvoir aussi aider pour des kits, puisque d'autres viennent, ils n'ont pas les 1750. C'est un tout petit prix. Alors, qu'est-ce que c'est les 1750? C'est la séance de la dialyse, en fait. D'accord. Voilà. Donc, normalement, le dialysé vient 2 fois par semaine. Et sa séance est à 1750. Comme je disais tantôt, c'est l'État qui a subventionné, qui a fait un gros travail. Oui. Normalement, c'est beaucoup plus cher. Maintenant, voilà, le dialysé, c'est que le fait de venir tout le temps dialyser, son transport, ses médicaments, parce que souvent, c'est des hypertendus ou des diabétiques. Donc, il faudrait avoir des médicaments encore à la maison pour pouvoir les prendre. Donc, voilà un peu comment c'est lourd, en fait, le problème d'une personne dialysée. D'accord. Donc, c'est comme ça que je commençais à prendre en même temps en charge aussi des kits, en disant comme ça, si vous pensez que vous pouvez les aider en kit, aidons-les en kit, puisque sans les kits, c'est vrai que s'ils ne dialysent pas, comment est-ce qu'il va manger ce qu'on va envoyer? C'est ça. C'est ça. Donc, ça fait combien de temps que vous avez votre association? Ça fait maintenant 10 ans. 10 ans. Depuis 2012, nous sommes en 2020. C'est incroyable. Et ce qui est assez incroyable aussi, vous l'avez dit dans ce portrait, c'est qu'un dialysé, il est dialysé à vie. C'est-à-dire il est dialysé vraiment on ne peut pas faire plus long terme que ce projet que vous avez commencé il y a 10 ans. Alors, comment est-ce que vous envisagez de tenir la distance et de continuer à accompagner ces personnes qui peut-être que vous connaissez depuis peut-être des années, quoi, voilà, si j'ai bien compris votre question. Oui, c'est genre, est-ce que vous avez des méthodes pour pouvoir continuer, pouvoir garder l'énergie et aussi continuer à obtenir des soutiens? C'est tout ça. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai mon patron, que je salue en passant, le professeur Nyonsaye, qui m'a dit comme ça que ma fille, ce que tu fais me plaît tellement. Et je souhaiterais que tu fasses une association. Parce que à long terme, les personnes qui viennent t'aider peuvent vraiment être essoufflées également. Même toi-même, tu peux être essoufflé. Et déjà, comme c'est une belle œuvre que tu fais, moi, je souhaiterais que tu fasses une association. Et c'est comme ça que j'ai essayé. Ça a mis vraiment du temps. Vous savez un peu comment ça se passe avec les associations. C'est vraiment pas facile. Les papiers. Et aujourd'hui, les gens, même déjà, comme on dit, il y a quelqu'un qui me disait que moi, j'ai le totem des ONG. Oui, il y en a, ça pousse partout, à tout bout de champ, dans tous les coins de rue. Donc, on ne sait pas si c'est la vérité. On ne sait pas vers qui se tourner. Si on n'est pas des arnaqueurs. Donc, le fait de te retrouver dans une histoire des ONG, toi-même, tu es un peu embêté. Quand tu te présentes, on dit, oh, ça, c'est les mêmes, on vous connaît. Mais quand même, j'ai essayé. J'ai essayé, mais avant tout ça, les gens continuaient de donner ce qu'ils pouvaient donner, des amis et tout ça. Donc, aujourd'hui, ça fait près de 3 ans ou 4 ans, si je me trompe, que l'ONG a été reconnue, c'est que j'ai eu le statut règlement intérieur. Voilà, donc c'est qu'on doit maintenant soutenir l'ONG par le ministère de la Santé qui aussi a signé la convention pour nous aider à pouvoir continuer ce que nous avons commencé. Mais déjà, comme on le dit tout le temps, avant que ça n'arrive, moi j'ai essayé de faire le parrainage, c'est-à-dire une personne X, c'est-à-dire vous Aurélie. Comme ça, tu dis comme ça, bon, moi je vais prendre un patient. Oui. Le patient, il dialyse 9 fois dans la semaine. Ça dépend du mois. 9 fois dans la semaine, dans le mois, voilà, 9 fois, voilà, 9 séances. Ça dépend du mois. Ça peut être entre le 30 ou le 31, donc ça peut être 8 fois ou 9. Voilà. Donc moi, j'ai mis ça en 9 fois, qui nous revient à 15 750 francs le mois. D'accord. C'est-à-dire que quand le parrain ou la marraine a déjà payé le kit comme ça, lui, le dialysé, il vient tout tranquille quand même. C'est que ça l'a soulagé quand même. Il vient dialyser sans penser encore enlever encore de l'argent pour payer encore le kit. Oui. Okay. Voilà. Et pour la collation, je demande comme ça aux parents ou la marraine, ça dépend.
Ça dépend de son état de truc. Bon, tu peux peut-être aussi contribuer pour la collation en rajoutant 3 000 francs par mois. Et ça nous permet également de toujours continuer. Très bien. En tout cas, vous aurez de nouvelles. Ouais. Oui, je sens ici. On t'a indexé. Je sens tellement de parrains et de marraines ici. Alors, on va devoir malheureusement vous libérer, mais juste avant de vous laisser partir, on va quand même vous demander le numéro, le contact pour les personnes justement qui veulent devenir parrain ou marraine. Il n'y a pas de souci, je peux donner. Allez-y. Voilà, le 07 08 60 84 85. Vous pouvez le redire une fois 07 08 60 84 85. Vous avez une page Facebook aussi? Oui, on a mis les amis des dialysés. Les amis des dialysés. Voilà. Sur Facebook. Sur Facebook, voilà. On peut aussi vous contacter par là. Voilà, et vous me contactez. Donc, je donne le deuxième numéro, on ne sait jamais. Le 01 01 93 29 33. 01 01 93 29 33. Merci beaucoup, Rachel. Oh, c'est moi qui vous remercie. Et puis vraiment, on vous souhaite tout le courage. C'est très beau ce que vous faites. Merci. Merci. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. À tout de suite. Bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici. Si vous venez de nous prendre en cours, les Femmes d'ici, comme je vous le dis très souvent, eh bien c'est tous les jours du lundi au vendredi dès 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne, le numéro 4 de la TNT et 204 du bouquet Canal. Comme vous avez pu le constater depuis le début de cette édition, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Mélissa Koulibaly, blogueuse maternité. Et aujourd'hui, dans la rubrique ou la chronique au top, elle va nous dire les choses à éviter lors de sa grossesse. C'est tout de suite. Mélissa, dis-nous. Vous êtes prête? On est prêts. Ouais. D'accord. Alors, dans le top 1 de ma liste, des choses à éviter pendant la grossesse, il y a ne pas faire ces consultations prénatales. Donc, ça, c'est clair. Ouais. Ça me paraît la base. Franchement, c'est le b.a.-ba. Sous prétexte qu'on ne veut pas faire des longues files d'attente, qu'il y a une longue file d'attente, et sous prétexte qu'on ne veut pas vraiment... Se faire tripoter. Voilà, le toucher vaginal, c'est le mot. Voilà. C'est vrai que personne n'aime ça. Mais bon. C'est pas du tout agréable, mais il faut se dire que c'est pour bébé, c'est pour maman, c'est pour vous-même. Et d'autant plus que pendant ces consultations, on vous demande de faire des analyses sanguines qui vous permettent de voir s'il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas des choses qui pourraient mettre la vie de maman en danger ou celle de bébé. Ouais. Donc, faisons un effort. C'est 9 mois, une fois par mois, tu attrapes ton cœur. Et puis tu pars. C'est bien 9 consultations prénatales. On va dire entre 6 et 7. D'accord, parce qu'au tout début, ça va encore, non? Ça va. On peut en faire une le premier trimestre. Voilà. D'accord. Maintenant, en tout cas, il faut les faire. Il faut les faire. Le deuxième point, c'est faire de l'automédication. On a tendance à demander qu'est-ce que tu as utilisé la fois dernière pour pouvoir gérer ta nausée et tout ça. Donc, que ce soit du plus petit bobo, je dis n'importe quoi, la constipation ou encore au plus gros bobo, les contractions, il ne faudrait pas faire l'automédication. Oui, c'est tous nos tantis là. Il faut boire cette potion-là. C'est clair qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça. Tu vas arrêter de vomir. Si on a par exemple la médecine traditionnelle, on s'est dit oui, c'est un remède de grand-mère un peu. Et même encore la médecine traditionnelle, vous devez prendre le soin de demander à la personne qui vous donne les médicaments comment les prendre. Voilà, un bon praticien. Il ne faut pas le faire seul, il ne faut pas penser que ce qui va Aurélie peut m'aller forcément. Ça peut te créer des problèmes. Donc, toujours chez le médecin, quoi. Voilà, et toujours demander l'avis d'un professionnel de la santé. Le troisième point, boire de l'alcool et fumer. La bière ne va pas donner un joli teint à ton bébé. Non. Qui dit ça? Je n'ai jamais entendu ça. C'est vrai que c'est... Alors, la bière, je sais que quand on accouche, on dit toujours que ça fait monter le lait. Mais de plus en plus, il y a des mamans, des futures mamans qui prennent de la bière parce qu'elles estiment que ça va donner un beau bébé. Mais non, tu vas créer des malformations à ton enfant. Non, il faut pas boire, il ne faut pas fumer. Il ne faut pas fumer le tabac, il ne faut pas fumer la drogue et tout ça, c'est pas bon. Bien sûr. Et ça, c'est dès l'instant où on sait qu'on est enceinte. Automatiquement, on arrête. Mais il faut en profiter aussi pour arrêter quand on fait. Alors, il y a des écoles où on dit qu'on peut boire avec modération au tout début de la grossesse. Ah non, moi, je n'ai pas cette information. Moi, je sais qu'on dit oui, que par exemple, si la maman va être dépressive parce qu'elle ne prend pas un verre de vin pendant 9 mois de grossesse, qu'il ne faut pas qu'elle se stresse si elle en boit un tous les mois, quoi.
Oui, après aussi, il y a des mamans qui sont malheureusement dépendantes de la cigarette. Non, mais aussi. si t'es dépendante, c'est grave. C'est des dépendances, mais oui, c'est vrai que c'est pas bien. C'est sûr qu'il faut éviter au maximum. Au maximum. En tout cas, tant qu'on le peut, il faut éviter. Il faut éviter. Pas le faire. OK. Le 4e point, manger les aliments crus. D'autant plus si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose. Il faut éviter tout ce qui est sushi, tout ça, hop, on arrête. C'est vrai que le poisson cru, c'est... Voilà, il faut arrêter. Et quand tu dis les aliments crus, ça comporte tous les aliments, c'est-à-dire même les légumes, par exemple, les crudités? Non, ça va. C'est vraiment donc plutôt les poissons et les viandes. Les sushis, viandes et je crois... comment on les foie gras, les pâtés et tout ça, non? C'est pas cru, ça, non? Non, mais même le foie gras, le pâté. Ah, je savais pas, on peut pas manger. Et même les légumes, il faut faire attention, il faut bien les laver. Voilà, il faut bien laver les légumes également. J'ai oublié le fromage. Ah, le fromage, ça c'était dur pour moi par contre quand j'étais enceinte. Il y a des fromages qu'il ne faut pas consommer. Bon, d'accord. T'as pas la liste, mais il faut regarder. C'était dur pour moi quand j'étais enceinte par contre, le fromage. Tu pouvais même pas manger de fromage du tout? Ah, mais j'en ai mangé un peu quand même. J'ai triché, sinon... Il nous reste plus beaucoup Il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Voilà, ce sont les 4 points. Donc, comme je le dis toujours, la liste n'est pas exhaustive. Donc, vous pouvez... si vous avez d'autres informations de votre gynéco ou encore de votre professionnel de la santé, vous pouvez partager avec nous. Merci beaucoup, Mélissa, pour toutes les infos. Je vous en prie. C'est noté. Ouais. Pour celles qui sont en passe de devenir maman ou qui se préparent, je pense que l'information est passée. On va rendre l'antenne parce qu'on a complètement dépassé les scores. On est à 1 heure aujourd'hui d'émission. On se donne rendez-vous demain pour un tout nouvel épisode. À demain.